Bonjour. Vous êtes en train de faire un cours de comptabilité financière. On vous explique comment comptabiliser en vous parlant des normes comptables, des IFRS, des NCSIF. Mais c'est quoi tout ça? Ben, c'est ce que la capsule va servir à éclaircir un peu. Je m'appelle Étienne Clermont, je suis professeur de comptabilité financière à l'Université du Québec à Trois-Rivières et la capsule va servir à démystifier un peu le principe du manuel de CPA Canada. Gardez en tête que ce n'est qu'un résumé. OK? Donc, c'est quoi le manuel de CPA Canada? C'est en fait le regroupement, le document ou le fichier ou le document qui comporte tous les référentiels de comptabilité au Canada. Donc, comme vous pouvez voir ici, une préface qui sert à établir quand est-ce ou quel référentiel s'applique à quelle entreprise ou à quelle entité. Ensuite, dans le contexte universitaire où vous allez faire vos cours universitaires, vous allez vous concentrer sur la partie 1, les IFRS, la partie 2, les NCECF et la partie 3, les normes pour les OSBL, les NOSBL. Il existe une partie 4 qui s'applique au régime de retraite, mais à l'entité qui détient les placements, qui détient l'argent pour les retraités. C'est très particulier et c'est normalement jamais vraiment couvert dans le milieu universitaire. Donc, on va se concentrer sur les trois référentiels comptables qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le manuel de CPA Canada pour la portion comptabilité, parce qu'il faut savoir qu'il existe aussi un manuel de CPA Canada pour la certification. Pour bien comprendre pourquoi on a plusieurs référentiels, ben, il faut faire un peu d'historique. OK? Avant, là je parle, regardez, on est rendu en 2006. Donc, avant 2006, il n'y avait qu'un seul référentiel qu'on appelait les PCGR du Canada, les principes comptables généralement reconnus. Mais il existait le référentiel des normes internationales, les IFRS, publiés par l'IASB. Et en 2006, le Conseil des normes comptables du Canada a décidé de préparer le passage aux IFRS à partir de 2011. Mais ça devait s'appliquer aux entreprises ayant une obligation d'information du public. C'est quoi ça? Une entreprise qui a une obligation d'information du public, c'est une entreprise qui dépose des états financiers auprès d'une commission des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de réglementation. Ça peut être à travers des actions, des instruments d'emprunt. Donc, elle n'a pas nécessairement besoin d'être cotée en bourse. OK? Mais toutes les sociétés cotées doivent appliquer les IFRS depuis 2011. Ça s'applique aussi aux entités qui détiennent des actifs à titre de fiduciaire. En termes simples, les banques. Donc, les sociétés cotées et les banques, c'étaient les entités visées par les IFRS. Ouais. Mais il y a un petit détail. Ces sociétés-là représentent à peu près 4500. Là, mes statistiques ne sont pas à date, mais vous allez voir l'ordre de grandeur, c'est ça qui est important. On parle de 4500 sociétés à capital ouvert versus 2,2 millions de sociétés à capital fermé. Bien, eux, ils n'appliquent pas les IFRS. Alors, ils vont appliquer quoi? Et c'est pour ça que le Conseil des normes comptables du Canada avait décidé à l'époque de s'assurer qu'il y ait deux autres référentiels, la partie 2 et la partie 3, pour aider à couvrir ce qu'on peut appeler les entreprises à capital fermé. De façon générale, on peut parler de PME, mais ce n'est pas juste des PME, et les organismes sans but lucratif qui ont des besoins particuliers que les IFRS ne comptent pas vraiment. Donc, ce qu'on peut voir, la partie 2, partie 3, NCECF, NOSBL, bien, ça s'applique aux entreprises et aux OSBL qui n'ont pas d'obligation d'information du public. Par contre, une entreprise à capital fermé, ce n'est pas nécessairement une PME. Ça peut être une très, très grosse société,
mais qui n'est pas coté. OK? Ces référentiels-là sont basés sur nos anciens PCGR du Canada, pour lesquels on a mis quelques allègements. OK? Pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est parce que c'est ça qui explique pourquoi la nomenclature des différents référentiels n'est pas la même. Vous allez voir, les IFRS, c'est IFRS 2, IFRS 4, IFRS 10, alors que les NCECF, on va parler du chapitre 1000, du chapitre 3000, les OSBL, on va parler du chapitre 4000. Fait que vous voyez, ce n'est pas du tout la même nomenclature. C'est parce que la nomenclature des normes pour les entreprises à capital fermé et les OSBL sont basées sur nos anciens PCGA du Canada. Petit détail important, c'est un choix. Donc, une entreprise à capital fermé peut choisir les IFRS, mais peut choisir d'appliquer les NCSF. L'OSBL, elle peut faire un choix, appliquer les NCSF et les OSBL, les NOSBL ou les IFRS. Elle aussi, elle peut faire ce choix d'appliquer les IFRS. Si elle ne fait pas le choix d'appliquer les IFRS, elle va appliquer les normes pour les OSBL. Mais je dis aussi les normes pour les entreprises à capital fermé parce que vous allez voir quand on va faire la démo sur le manuel pour regarder dedans que les deux sont liés en soi. OK? Vous êtes étudiant universitaire, donc vous avez accès à votre bibliothèque de l'université. Et normalement, maintenant, dans toutes les bibliothèques, il y a un accès électronique au manuel de CPA Canada. Comment on le trouve? Bien, cherchez la collection des normes et recommandations de CPA Canada dans les bases de données de votre bibliothèque et vous devriez avoir accès directement au manuel de CPA Canada. Là, je vais prendre quelques petites secondes ici pour aller chercher. Et voilà. Donc, on est maintenant rendu dans le manuel de CPA Canada. Comme vous pouvez voir, le manuel de CPA Canada, bien, il y a une version comptabilité, une version certification. Évidemment, nous, on va s'intéresser à la portion comptabilité qu'on retrouve ici. Donc, je fais l'ouverture pour que vous puissiez voir une préface du manuel de CPA Canada qui sert à expliquer et à définir, si on veut, qu'est-ce qu'une entité qui a une obligation d'information du public, qu'est-ce qu'une entreprise à capital fermé, qu'est-ce qu'une OSBL. Donc, quelle entité applique quel référentiel. Et ensuite, comme vous pouvez voir, bien, on a nos 4 référentiels. IFRS, NCECF, NOSBL, puis les normes pour les régimes de retraite. Dans votre parcours universitaire, je le répète, vous allez vous concentrer sur les parties 1 à 3. Je vais prendre quelques minutes pour aller regarder dans chacun des référentiels. OK? À chaque année, ils le publient, ils le mettent à jour. Donc, si vous voulez la version la plus récente, vous allez dans l'édition le plus récent. Et là, vous avez le cadre conceptuel IFRS, vous avez les normes en vigueur et les normes publiées, mais pas encore en vigueur. Nous, on se concentre habituellement dans votre parcours universitaire sur les normes qui sont en vigueur. Puis là, c'est là que vous voyez apparaître toutes les normes comptables. Vous voyez, on a une série d'IFRS jusqu'à 17, une série d'IAS qui part de 1 qui se rend à 41, mais clairement, il en manque, des IFRIC et quelques SIC. Et c'est quoi tout ça? De façon simple et résumée. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2001, c'était l'IASC, International Accounting Standard Committee, qui publiait des normes comptables internationales et il appelait ça les IAS. Les interprétations, c'était des SIC. À partir de 2001, c'est l'IASB, International Accounting Standards Board, et eux, ils publient des normes d'information financière, donc des IFRS. Mais ce qu'il y avait avant était encore bon. Donc, ils ont conservé les IAS, mais à partir de maintenant, ils ont publié des IFRS. Et pour la nomenclature, ils ne se sont pas cassé la tête. Chaque nouvelle norme
on ajoute un numéro. Donc, vous pouvez vous douter que la dernière norme qui a été publiée, c'est l'IFRS 17. Et lorsqu'on publie une nouvelle norme qui change une ancienne norme, comme par exemple l'IFRS 15, les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, ça remplace l'IAS 18, que vous voyez, il n'existe plus, qui était sur la comptabilisation des produits. Fait que c'est comme ça qu'il fonctionne. Je vous ai dit tantôt, la nomenclature était très différente pour la partie 2 et la partie 3. Et si on regarde, une introduction et des normes comptables, deux séries, la série 1000 qui est plus générale et la série 3000 qui sont des postes particuliers, comme par exemple les instruments financiers, c'est le chapitre 3856. Fait qu'en NCECF, il faut savoir quel chiffre est associé à quelle norme. En IFRS, c'est qu'ils sont publiés dans l'ordre qu'ils apparaissent, alors ça change la façon de réfléchir un peu. OK? Donner un exemple. En IFRS, la norme sur les immobilisations corporelles, on parle de l'IAS 16, alors qu'on parle du chapitre 3061 quand on parle pour les entreprises à capital fermé. Quelques notes d'orientation qui sont un peu comme des interprétations ou des précisions pour des normes qui s'appliquent tout autant. Et là, si on vient voir la partie 3, donc les normes sur les OSBL, vous voyez qu'il y a quelques chapitres 1000, quelques normes qui sont de la série 1000, que je devrais dire, quelques normes sur la série 3000 et majoritairement des normes de la série 4000. Du temps des PCGR du Canada, les OSBL suivaient les PCGR, mais avec quelques particularités avec la série 4000, comme par exemple ce qu'on appelle des apports. Hein? Quand est-ce qu'on reçoit un don? On est un OSBL. Comment ou quand on comptabilise ça? Donc, on appelle ça un apport. C'est le chapitre 4410 qui s'en occupe. Quand il n'y a pas de particularité, vous voyez qu'il y a certaines normes qui n'existent pas, bien dans ce temps-là, ils se tournent vers les NCECF, donc la partie 2. Quand il y a des particularités, comme par exemple si on disait que la norme sur les stocks pour les NCECF, c'est 30-31. Mais quand il y a des particularités pour les OSBL, là, ils vont se tourner vers 30-32. OK? S'il n'y a rien de spécifique dans la partie 3, ben, ils vont voir la partie 2. Tantôt, je vous ai montré chapitre 38-56 sur les instruments financiers. Mais comme il n'y a pas de particularité pour les instruments financiers des OSBL, ils appliquent le chapitre 38-56. OK? Ça couvre un peu pas mal comment fonctionne le manuel de CPA Canada. Évidemment, j'incite toujours à aller voir, aller lire dedans, aller regarder de quoi ça a l'air parce que vous allez voir que ça peut être très différent d'une norme à l'autre. Comme par exemple, allons voir le chapitre 3400 sur les produits dans les NCECF. Vous voyez, on a une quarantaine de paragraphes qui expliquent la comptabilisation, la constatation, les incertitudes. Puis si on se tournait, par exemple, sur les IFRS, puis qu'on allait voir la norme équivalente, qui est, comme je disais tantôt, l'IFRS 15, et là, regardez la différence. On est rendu à 130 pratiquement paragraphes dans la norme, plus des annexes pour couvrir le même sujet. Donc, beaucoup plus de complexité dans l'application, beaucoup plus de précision dans l'application à travers les IFRS. Et c'est pour ça qu'on a les NCECF, parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes équipes qu'une société cotée pour analyser une situation puis établir une comptabilisation pour une transaction spécifique. Alors, on essaye de garder ça simple à ce moment-là. Donc, j'arrête le partage parce que ça complète la capsule en espérant que ça vous a aidé. Alors, je vous souhaite une bonne journée.